Un juge pensait qu'il était malin de jouer avec une jeune fille de 25 ans dans un jeu de vérité ou de mensonge, jusqu'à ce qu'elle se retourne toute la salle d'audience à l'envers et la laisser se démener pour se mettre à l'abri avant de plonger dans l'histoire. Dites-nous où vous êtes, regardez dans les commentaires et si vous aimez les histoires palpitantes, n'oubliez pas de vous abonner à la salle d'audience du centre-ville Tolède bourdonnait d'une laideur qu'aucune climatisation ne pouvait geler. Ce n'était pas l'air sec recyclé qui chuchotait des évins qui faisait picoter la peau de Raven Sinclair, c'étaient les escaliers qu'elle pouvait sentir, trancher la marque la jaugeant comme si elle était un problème que personne ne voulait résoudre, juste contenir une femme de 25 ans mince mais stable. Raven était assise à la table de l'accusé, le costume bleu marine foncé qu'elle portait lui collait à la peau comme une armure, repassé 3 fois à la main parfois pour s'assurer qu'il n'y avait pas une ride. Il pouvait y ricaner en regardant ses boucles naturelles tirées en un chignon strict, boucles d'oreilles petites et soigner son dos droit. Même si chaque centimètre de son corps criait pour se replier, elle était assise seule, mains serrées fermement sur ses genoux. Les doigts se recroquevillant sur eux-mêmes dans une guerre silencieuse, elle refusait de perdre autour d'elle la pièce bourdonnée d'une tension raciste. Invisible, cela n'avait rien à voir avec les faits et tout à voir avec qui elle était. Une jeune femme noire debout là où Ilge ne pensait pas qu'elle appartenait à ce groupe. La galerie n'était pas pleine, mais c'était suffisant. Les travailleurs sociaux griffonnaient dans des blocs-notes, les journalistesses penchant trop près, et à l'extrême droite, un groupe de personnes murmurant leurs yeux, se tournant vers elle et revenant comme porter un jugement était un sport. Lillian Monroe, la femme qui se faisait autrefois appeler la seule vraie famille de Raven, était assise raide dans un blazer rouge sang, ses ongles manucurés tapotant contre le dossier en papier craft sur ses genoux. Elle avait l'air d'être la personne idéale respectabilité. Mais Raven avait vu en dessous la pourriture cachée derrière le parfum coûteux à côté de Lillian. Son avocat Jonathan Cross dégageait une confiance suffisante. Le genre qui venait d'années passées à supposer que le système serait toujours de son côté. Ses cheveux lissés en arrière brillaient sous les lumières de la salle d'audience, et il arborait un sourire narquois comme s'il était cousu sur son visage au banc. Le juge Malcolm Sterling s'est penché en arrière dans son haut fauteuil en cuir, un homme construit sur des années d'expérience cruelle et de préjugés silencieux. Ses cheveux blancs s'accrochaient obstinément sur les côtés de sa tête et ses lunettes pendaient autour de son cou comme une relique. Il jeta un coup d'œil à Raven de la manière dont quelqu'un pourrait jeter un coup d'œil à une tache sur sa chemise, un inconvénient à régler, pas une personne à entendre. Il tapota ça et il posa son stylo sur une épaisse pile de dossiers sans lever les yeux et dit presque paresseusement « Mademoiselle Sinclair, bienvenue ». Son la voix suintait la politesse lente et prudente derrière laquelle le racisme se cache souvent. Ce n'était pas un accueil, c'était un avertissement. Souviens-toi là où tu es. Le corbeau a avalé le goût de fer sec qui lui montait à la gorge. Elle voulait parler, elle voulait brûler tout le système pourri avec le feu qui se resserrait dans sa poitrine, mais elle savait qu'elle s'était battue. Trop long à lire, trop de dossiers, trop de réunions où sa vie était un sujet à débattre comme un projet de charité. Rage ne la sauverait pas seule. Précision vous remercierait honneur, dit-elle, sa voix ne trahissant rien. Il y eut un léger changement dans la pièce. Ondulation. Comme si personne ne s'attendait à ce qu'elle paraisse s'y poser. Comme si les femmes noires étaient censées bégayer, pleurer, supplier, ne pas s'asseoir, reste là, blindé en équilibre. Sterling haussa un sourcil amusé, puis soupira comme s'il s'ennuyait. « Maintenant, mademoiselle Sinclair, dit-il, en jetant un coup d'œil au papier devant lui. Je comprends que cette situation est unique. Les jeunes adultes se représentent rarement aussi directement dans les affaires de tutelle familiale. Il ne l'a pas dit, mais Ravenge l'ait entendu de toute façon, surtout des gens comme vous. »« Oui, monsieur, » répondit-elle toujours aussi calmement. Tous les yeux étaient désormais braqués sur elle, aiguisant comme des couteaux. Sterling ajusta ses lunettes et sourit une chose mince et sans humour. « Que dirais-tu » dit-il. « Pour apaiser la tension, nous jouons à un petit jeu, un exercice simple, vérité ou mensonge. Je te pose quelques questions. Dis-moi lequel c'est. » Sa voix était faussement légère et performative, le genre déléton que les professeurs utilisaient sur les enfants de maternelle. Quelques rires bas ont parcouru la galerie des corbeaux l'estomac. Tordu,
Ce n'était pas un brise-glace, c'était une mise en scène pour le trappeur moqueur, rappelant qu'elle ne l'était pas censée. Pensée qu'elle appartenait à cette pièce, elle jeta un coup d'œil vers l'arrière où Deborah et Samuel Langley étaient assis. Seulement 2 personnes l'avaient déjà regardée comme si elle n'était pas brisée. Les yeux de Deborah brillaient d'inquiétude. Samuel serra les côtés de sa chaise comme s'il voulait la casser. Raven se retourna vers le juge Sterling en hochant la tête une fois que Kurt et Sharp « D'accord », dit-elle. « Mais ensuite, je pourrais aussi te poser des questions. » Il y avait une autre ondulation à travers la salle d'audience cette fois. Sharper, presque scandalisé, « Comment ose-t-elle » Sterling gloussa comme si, se livrant à un enfant capricieux, « C'est assez juste. » dit-il en croisant les mains et en se penchant avec suffisance. Première question. Vérité ou mentez, vous avez enfreint les règles dans vos familles d'accueil plus d'une fois. Un silence est tombé, si dense qu'il a retenti les oreilles. De Raven, tous les yeux braqués sur elle, s'attendant à la culpabilité du script par défaut échec des excuses, mais Raven pencha légèrement la tête en décortiquant la question, comme un chirurgien dissèque une play-question suggestive. « Votre honneur. » Elle a dit d'une manière uniforme que vous insinuez un acte répréhensible sans preuve, ce qui est contraire au protocole lors de la procédure de garde à vue. Le rire s'est éteint dans la gorge de Sterling, le stylo de Jonathan Cross. C'est figé à mi-chemin de son bloc-notes quelque part. Un journaliste baissa son téléphone. Le corbeau clignotant se pencha en avant très légèrement. Très délibérément, sa voix devint froide mais respectueuse. « Voulez-vous reformuler, monsieur ?» La première fois depuis qu'il est entré dans la pièce, le juge Sterling l'a vraiment regardé et quelque chose a changé derrière ses yeux. Ce n'était plus de l'amusement, c'était de la prudence, peut-être même de la peur du tribunal Sui. N'était plus une salle d'audience, c'était un champ de bataille et Raven n'était pas une fille perdue à fréquenter. C'était une stratège qui était entrée en territoire ennemi avec une mallette chargée de vérité, mais ses mains tremblèrent légèrement sous la table là, où personne ne pouvait voir qu'elle n'était pas sans peur. Elle était terrifiée. Et elle le faisait quand même. Sterling s'éclaircit la gorge et passa à une autre question, le jeu lui échappant des mains plus vite qu'il ne le pensait. Mais Raven avait déjà pris le contrôle du script qu'ils avaient écrit pour sa pauvre fragile en colère, brûlait tranquillement dans l'air entre eux à l'extérieur des hautes fenêtres. Le soleil de l'Ohio battait contre le verre épais, et impitoyable à l'intérieur, Raven Sinclair resta assise, immobile et silencieuse, chaque muscle de son cœur battant contre la cage de ses côtes, mais elle n'a pas baissé la tête, elle n'a pas reculé. Il l'avait sous-estimée, et ils étaient sur le point d'apprendre douloureusement qu'il ne l'avait même jamais vue. Pas encore le juge Sterling se déplaçait sur son siège en tapotant son stylo contre le bureau comme un homme qui réalise soudainement qu'il a invité une tempête dans sa salle d'audience. Il sourit à nouveau plus, mince cette fois, serré sur les bords et ajusté la pile de papier devant lui. « Très bien. Alors, mademoiselle Sinclair, dit-il d'une voix dégoulinante d'aisance forcée, commençons par la simple vérité ou le mensonge. Vous avez été perturbateur dans de multiples placements pendant votre jeunesse. Le corbeau n'a pas cligné des yeux, elle a entendu le piéger toute la pièce, a fait de la manière subtile dont il a essayé de la qualifier de troublée. La façon dont il a armé son passé sans s'osant dire les mots à voix haute. Elle croisa soigneusement ses mains sur la table avec précaution mensonge délibéré, répondit-elle d'une voix ferme comme du verre. Il n'y a aucun document incident de comportement dans mon dossier à partir de 15 ans. J'ai apporté des copies de mon dossier si vous souhaitez les consulter. La salle d'audience s'est à nouveau agitée, les journalistes se grattant furieusement, les travailleurs sociaux échangeant des propos surpris. Les regards de Sterling vacillèrent légèrement, le genre de faux pas que seuls les observateurs chevronnés des tribunaux remarqueraient. Il se pencha, s'enfonça plus profondément dans son fauteuil comme s'il se retirait derrière lui de l'autre côté de l'allée. Le blazer cramoisi de Lillian Monroe semblait comme un drapeau d'avertissement. Jonathan Cross plissa les yeux et commença à écrire furieusement, sentant le contrôle lui échapper. Sterling s'est éclairci la gorge. « Vérité ou mensonge, tu es au chômage depuis des périodes significatives depuis que j'ai quitté le système de placement familial. » Une autre accusation enfouie dans... Une question que le corbeau exhala doucement par le nez, se stabilisant, sentant le poids de chaque œil qui s'attendait à ce qu'elle s'effondre. Mensonge.
Oh, dit-elle fermement, j'ai conservé un emploi continu depuis mon 18e anniversaire, j'ai 2 emplois, j'ai apporté des relevés fiscaux si le tribunal s'intéresse à la documentation vérifiée, une autre agitation cette fois, moins de scepticisme, plus la curiosité à briser la toile d'araignée à travers les suppositions que les gens avaient apportées avec eux dans cette pièce. Sterling a tapoté son stylo. Plus dur maintenant, un léger tremblement trahissant son irritation. Raven inclina la tête poliment mais sans broncher. Puis-je poser une question maintenant? Votre honneur. Sterling hésita, puis fit un signe de la main dédaigneusement, essayant de paraître magnanime. Vas-y, elle s'est assise plus droite, vérité ou mensonge. Vous vous êtes fait une opinion sur ma crédibilité avant d'entendre un quelconque témoignage aujourd'hui. La question a explosé dans la salle d'audience comme une bombe silencieuse. Cross a failli sauter de son siège, mais s'est rattrapé. Lillian a raidi sa droite manucurée se resserrant autour du dossier sur ses genoux. La mâchoire du juge Sterling se contracta 1 fois, 2 fois. Il inspira profondément, le muscle de son cou se tendait contre le col de sa robe. La vérité, il l'admit finalement si doucement qu'elle portait à peine au-delà du banc. Le corbeau fit un léger signe de tête, sans jubiler, simplement en signe de reconnaissance. Ceux qu'ils comprenaient tous les deux maintenant avaient été traînés dans la lumière. Un silence s'installa épais et vibrant, et Sterling, peut-être réalisant le danger du chemin qu'il avait choisi, il a décidé de pivoter. Très bien. Il dit vivement une autre vérité ou un mensonge que vous avez menti sous serment devant la galerie pratiquement penchée en avant comme quelqu'un qui a faim de trébucher, de craquer, de tout sauf de Raven à pas broncher. Mentir, a-t-elle dit doucement. Contrairement à certains adultes impliqués dans cette affaire-cas, je sais que mentir sous serment sape les fondements de tout système construit sur justice. C'était une frappe chirurgicale qui n'a pas laissé de sang, mais qui a quand même creusé profondément de l'autre côté de la pièce. Les jointures de Lillian s'écarquillèrent autour du dossier. Jonathan Cross déplaça sa confiance de manière inconfortable. Sterling, hésitant, se redressa sur sa chaise, sentant l'air tourner, essayant de reprendre le contrôle. « Maintenant, mademoiselle Sinclair, dit-il, dit d'une voix lourde, je me rends compte que tu es venue préparer, mais comprends la préparation. L'emporte pas sur l'expérience de vie, l'expérience de la maturité émotionnelle, tu veux dire mon expérience vécue, interrompit doucement Raven, son ton respectueux mais bordé d'acier, parce que grandir dans un système qui a perdu mes papiers 3 fois m'a envoyé dans des foyers où j'ai dû dormir avec une chaise sous la poignée de la porte et se tenir ici aujourd'hui en train de lutter. Pour être vu comme plus qu'une statistique qui est faite l'expérience de votre honneur. Ce n'était pas de la rage, pas une crise de colère, juste de la brutalité là, vérité polie, mise à nu comme une arme, et cette fois, il n'y eut pas de rire dans la galerie, seulement un silence si épais qu'il étouffait. Le juge Sterling cligna des yeux et regarda son visage. Difficile. À lire, mais quelque chose. Derrière ses lunettes scintillait quelque chose proche de la honte, et pendant un moment, Raven pensa que peut-être, juste peut-être, il avait enfin vu elle n'est pas un problème à gérer, mais un être humain debout sur ses propres fondations détruites. Jonathan Cross, désespéré de reprendre le contrôle, s'est levé brusquement. « Objection, votre honneur, cela devient une tribune Sterling », lui fit signe de partir sans regarder. Son attention était maintenant fixée sur Raven, comme un homme voyant quelque chose je ne pouvais pas facilement vous ignorer. « Vous pouvez continuer, mademoiselle Sinclair », dit-il finalement au corbeau. Elle inspira profondément. Le souffle, la stabilisant de l'intérieur vers l'extérieur, elle sentit la sueur lui piquer la nuque. Sous son col rigide sentait le tremblement encore bas dans son ventre, mais elle ne le laissa pas atteindre son visage. Elle rassembla les cheveux lâche-page de son sac, fourre-tout son mouvement lent et délibéré. « Merci, votre honneur, » et dit-elle, parce que j'ai de preuves qui se rapportent directement à la crédibilité du pétitionnaire et aux préjugés systémiques qui ont failli le laisser passer incontesté. L'expression « préjugé systémique » a atterri comme une pierre au milieu d'un étang. C'était une accusation et une promesse et une fissure dans la fausse civilité de la salle d'audience. Tout à coup, Sterling avalait difficilement continuer. A-t-il déclaré. Voix moins autoritaire maintenant, plus mesurée, presque prudente. Le corbeau se leva, les papiers tremblants légèrement dans sa main.
La seule trahison des nerfs dans une présentation incassable, elle s'est tournée vers la galerie. Fut long, pas seulement le juge, pas juste les avocats, tout le monde, parce qu'elle a compris quelque chose sur lequel il n'avait ni pas compté. Ce n'était jamais seulement son combat. Il s'agissait de chaque fille noire poussée dans des dossiers et oubliée dans chaque salle d'audience murmurée, où sa parole pesait moins qu'un sourire narquois d'un pétitionnaire blanc à chaque fois. Que le système acquiesce tout en laissant l'injustice sortir par la porte talon haut et une déclaration sous serment propre. Personne n'a bougé, personne n'a respiré, et Raven Sinclair n'est plus la fille qu'il sous-estimait, prête à brûler chaque mensonge avec rien d'autre que sa vérité et ses tremblements. Pendant un moment, j'ai eu l'impression que toute la salle d'audience était suspendue dans les airs, chaque respiration s'arrêtait, chaque mouvement s'arrêtait comme si les murs eux-mêmes se penchaient pour entendre ce que Raven Sinclair ferait ensuite. Elle ajustait les papiers dans sa main. Document public, tribunal déclaration sous serment de petite vérité mortelle. Et avec un pas lent et délibéré, je me suis rapproché sur le banc. Ses talons claquaient doucement sur le sol poli, chaque son tranchant à travers le silence comme une sonnette d'alarme. Le juge Sterling la regarda s'approcher avec une expression indéchiffrable, mais Raven ne pouvait sentir le changement. Le moment où le pouvoir si facilement accaparé par les vieux et les privilégiés tremblait au bord de son doigt, s'arrêtèrent à la marque désignée, levant la main pour offrir le premier document à l'huissier. Son cœur battait fort contre ses côtes comme s'il voulait s'échapper, mais son visage restait calme, sculpté par la même volonté de fer qu'il avait porté elle à travers chaque nuit froide dans les foyers de groupe, chaque excuse bon marché, des travailleurs sociaux, chaque fois que quelqu'un l'avait regardée elle, et je n'ai vu qu'une statistique, elle n'était pas un numéro. Elle n'était pas un récit édifiant, elle était là, et elle était prête, dit clairement Raven. Sa voix résonnant de l'autre côté de la salle d'audience se trouve une copie des dossiers d'expulsion publique de Lillian Monroe. 4 dossiers, distinctes sources, 3 dernières années, 2 jugements non résolus, rien de tout cela, ajouta-t-elle, les yeux brillants sous les lumières fluorescentes crues. Un murmure stupéfait a été révélé au tribunal dans sa requête de tutélat. Travers la galerie, même les travailleurs sociaux se déplaçaient sur leur siège de l'autre côté de l'allée. Jonathan Cross s'est précipité vers son pied. « Objection, votre honneur, il a aboyé, ces documents sont préjudiciables. » Le juge Sterling a brandi un main sèche, son visage tendu, rejeté. Je verrai les documents croisés, hésitant. Visiblement secouée, Lillian Monroe tâtonnait avec le fermoir de son sac à main coûteux, ses ongles claquant frénétiquement contre le métal comme un insecte piégé dans du verre. Le corbeau continua sa voix inébranlable. De plus, elle dit en retournant vers une autre page avec la précision d'un chirurgien. « Ceci est un contrat de location vérifié pour la propriété, madame. Monroe, elle, occupe actuellement pour un logement d'une chambre et non pour le 2 chambres qu'elle a déclaré dans son affidavit sous peine de pénalité et de parjure. » Une autre vague d'indignation a balayé la pièce. La bouche de Lillian s'est ouverte. Était fermée comme un poisson haletant, mais aucun mot ne sortit. Le corbeau se pressa en avant, interrogé par l'assistante sociale. Raven a déclaré que Mme Monroe avait déjà déclaré qu'elle avait préparé une chambre privée pour moi, mais selon les registres d'occupation de l'immeuble, la conversion du salon en un 2e espace de couchage serait une violation de son contrat de location et une infraction au Code de prévention des incendies. Jonathan Cross a de nouveau essayé de protester, mais c'était inutile maintenant que la salle d'audience le récit lui échappait, et tout le monde pouvait. Je le sens. Il s'enfonça dans sa chaise, le visage crispé par la frustration. Le corbeau se tenait fermement, ses mains ne tremblaient plus, les documents, son bouclier et son épée étaient soigneusement empilés sur le bureau du greffier. Bureau maintenant indéniable et accablant. Elle regarda directement le juge Sterling perçant à travers son île, maintenait une façade qu'il bougeait mal à l'aise sous son regard, et pour la première fois depuis que Raven était entré dans la salle d'audience, il ressemblait moins à un roi assis sur son banc qu'à un homme luttant pour conserver les derniers demi-miettes d'eau, sa certitude et Mademoiselle Sinclair. Dit-il, sa voix tendue. Vos informations est approfondies, mais la loi prend également en compte les liens émotionnels et la stabilité financière. N'est pas la seule mesure que je comprends que votre honneur, Raven, a dit doucement. Mais
comprend aussi comprendre que les mensonges construits sur le désespoir financier ne constituent pas une base pour la confiance émotionnelle. La stabilité n'est pas seulement à propos d'argent, c'est une question d'honnêteté. Elle marqua une pause, puis juste assez pour le poids de ses mots pour s'ancrer profondément dans les espaces creux de la pièce. Vous me voyez, debout ici. Aujourd'hui, parce que j'ai survécu, elle a dit des mensonges. Non pas parce que je leur faisais confiance, mais la salle d'audience est à nouveau tombée dans un silence mortel. Même les stylos qui cliquettent, les journalistes agités, les dossiers qui bruissent, tout cela. La vérité de Raven s'est arrêtée, suspendue dans l'air comme la lourde accusation tacite qu'elle était. Ce n'était pas seulement une question de son avenir. Il s'agissait d'un système trop à l'aise pour refuser aux filles noires le droit à leur propre récit, trop à l'aise pour regarder se noie, et en appelant cela une procédure régulière, Raven prit une autre inspiration en sentant la pression chaude derrière ses yeux, mais elle cligna des yeux pour répondre « Pas maintenant, pas devant eux ». Elle plongea la main dans son sac fourre-tout, encore une dernière fois, et assortit la dernière pièce à conviction pour laquelle elle s'était battue trouver enfouie profondément dans les archives publiques. Personne n'a pris la peine de vérifier. Cela, a-t-elle dit soulever la fine page froissée avec une révérence habituellement réservée aux armes, est une transcription audio d'une conversation entre Madame Monroe et un tiers récupéré légalement en vertu de la loi sur le consentement. À partie unique de l'Ohio, juge Sterling's Ready visiblement. Même la bouche de Cross tressaillit. Un homme, réalisant qu'il était sur le point de regarder la démolition au ralenti de sa propre affaire dans cette conversation. Raven continua sa voix claire et tranchante. Madame Monroe exprime que la seule raison pour laquelle elle a demandé la garde était d'obtenir un droit de visite aux fonds de règlement qui m'ont été accordés à la suite d'un précédent procès pour droit civil, non pas en raison de liens émotionnels, ni parce qu'elle aimait moi, parce qu'elle m'a vu comme un jour de paix des halètements ont éclaté dans la pièce. Cette fois-ci, les journalistes brutaux et indignés se sont précipités pour capturer. Le moment où les travailleurs sociaux ont murmuré sous leur souffle, et le greffier du tribunal chercha une nouvelle feuille de notes à travers le Lillian Monroe s'affaissa sur sa chaise. L'image soigneusement élaborée de Laoun parent inquiet s'effondre comme un échafaudage bon marché dans une tempête. Jonathan Crosson aurait dit qu'il était malade. Mais Raven ne bougea pas. Elle se tenait droite dans les yeux de la tempête, qu'elle avait invoqué la pile de vérité derrière elle les années passées à être négligée et réduite au silence brûlanta, chaque respiration qu'elle osait prendre, et derrière elle, au dernier rang de la galerie, Déborah et Samuel. L'Anglais était assis, la fierté gelée, et l'angoisse se lisait sur leur visage. Ils étaient venus préparés à défendre Raven, mais elle n'avait pas besoin d'être défendue. C'était déjà mieux défendue, plus acérée, plus forte que quiconque ne l'aurait jamais imaginé, et le système qui avait autrefois essayé de l'effacer était maintenant forcé dans la lumière brutale et aveuglante du jour de la voir. Pendant un long moment, après que Raven Sinclair ait fini de parler, la salle d'audience est restée figée comme si tout le monde était tombé à travers glace. Mince, mais n'avait pas encore touché l'eau. Le juge Sterling était assis immobile sur le banc, les mains jointes devant l'huile, rides autour de sa bouche creusée plus profondément qu'avant. Jonathan Cross déplaçait inconfortablement sa suffisance antérieure maintenant morte depuis longtemps de l'autre côté de l'allée. Lillian Monroe a tordu un mouchoir entre ses doigts. Le blazer rouge qu'elle avait porté comme l'armure semble maintenant bon marché et ratatiné sous les lumières fluorescentes. Mais Raven ne se réjouit pas. Elle ne sourit pas. Elle se tint debout là, dans le silence insupportable. Ses mains se détendaient à ses côtés. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait tandis qu'elle luttait pour se stabiliser, parce que ce n'était pas encore une victoire. Ce n'était que le début de ce qu'elle était venue faire. Elle inspira une fois profondément ancrée puis s'est rapprochée du banc, au cœur même du système qui avait toujours regardé à travers elle et non sa voix. Quand elle parla à nouveau, elle ne s'éleva pas dans la colère, elle ne plaida pas pour la pitié, elle traça simplement le silence avec l'honnêteté impitoyable de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à exposer. « Votre honneur », dit-elle fermement. « Ce qui s'est passé ici aujourd'hui n'est pas inhabituel. C'est juste que la galerie est généralement plus calme. » Un bruissement de corps inconfortable des papiers froissés sous des doigts agités, le front de Sterling se crispa, mais il ne dit rien.
Le regard du corbeau balaya la pièce, rassemblant chaque paire d'yeux et les fixant en place. Il est facile de voir ce casse-comme des papiers en désordre, une tante qui a fait des erreurs, une jeune femme émotive qu'est l'histoire qui serait facile à imprimer et qui permettrait à tout le monde ici de rentrer chez lui avec le sentiment d'avoir fait son travail. Elle s'arrêta, laissant les mots poser leur poids, s'enfonçant dans les murs, dans le sol en marbre, dans les espaces vides là où la vérité avait été ignorée pendant des années, mais ce n'est pas la vraie histoire. Continua-t-elle d'une voix douce, mais féroce, la vraie histoire est celle d'un système qui s'attend à ce que des filles comme moi échouent. Il regarde les filles noires et voit des perturbations au lieu de la résilience. Comment il entend nos voix et traduit nos courages en colère. Elle se tourna alors délibérément vers la galerie, leur faisant face à tous complètement. « Je n'étais jamais censé le faire. Reste ici comme ça, dit-elle. J'étais censé être tranquille, reconnaissant, facile. J'étais censé hocher la tête, alors que des décisions concernant ma vie étaient prises par des gens qui ne me connaissaient pas et qui ne se soucient suffisamment d'apprendre, que ces mots frappent comme des marteaux les uns après les autres, forgeant quelque chose d'incassable dans l'air lourd. Ils ont dit que j'avais de la chance d'être placé avec des étrangers, dit-elle, sa voix gagnant une faible force de vibration. Ils ont dit que je devrais être reconnaissant pour la moindre attention. Mais lorsque mon assistant social a perdu mon dossier à 2 reprises, personne ne s'est excusé lorsqu'une famille d'accueil a verrouillé son réfrigérateur. Eton m'a dit de boire de l'eau du robinet pour le dîner. Personne n'a remarqué quand j'ai dû apprendre le droit d'expulsion, à 9 ans juste pour comprendre pourquoi je me réveillais sans cesse dans des maisons différentes. Personne ne pensait que c'était inhabituel. Elle se retourna vers le juge Sterling, le fixant maintenant d'un regard si direct qu'il semblait brûler à travers la distance entre eux, et quand je viens ici préparé, informé et prêt à me défendre, je suis traité comme une nouveauté, comme si c'était surprenant que je puisse parler à voix basse. Murmure stupéfait parcourut la pièce. La bouche de Sterling s'ouvrit légèrement, mais il ne dit rien. « Et j'ai besoin que tu… » « Je comprends votre honneur, » dit Raven, sa voix tremblante maintenant non pas de peur mais du simple effort de contenir l'un raz-de-marée derrière. Cela, ce n'est pas surprenant. C'est une question de survie. C'est ce qui arrive quand vous grandissez en sachant que le système n'est pas fait pour vous attraper, il est fait pour vous regarder tomber et vous blâmer pour les larmes qui brûlaient. Derrière ses yeux menaçaient de se détacher, mais elle les cligna des yeux pour les repousser. Pas maintenant, pas pour eux de l'autre côté de la pièce. Deborah Langley couvrit sa bouche d'une main tremblante, les poings de Samuel serrés contre ses genoux, fierté la fureur irradiait de lui par vagues, même Naomi Vaughn, l'assistante. Sociale qui avait vu plus que la plupart, elle était assise plus immobile que Raven ne l'avait jamais vue. Lillian Monroe s'inclina sa tête, ses mains tordant le tissu ruiné jusqu'à ce qu'il se déchire entre ses doigts. Jonathan Cross avait l'air d'avoir avalé sa propre langue. Sterling déplaça à nouveau son stylo oublié sur le bureau. Son expression s'ouvrit en grand, non plus l'autorité paternelle détachée, maintenant juste un homme qui avait été forcé de voir ce qu'il n'avait jamais voulu, voire remarquer que le corbeau prit une inspiration tremblante en terminant. « Je ne suis pas ici aujourd'hui parce que je suis exceptionnel. Je suis ici parce qu'il y a des milliers de filles noires qui pourraient être là où je suis si quelqu'un avait juste écouté, si quelqu'un avait simplement cru que nous comptions avant de devoir devenir experts dans notre propre défense. » Hot, silence tenait plus fort que n'importe quelle protestation criée, et c'est la vérité qu'elle a finalement dit, laissant ses mains tomber sur ses côtés ouvertes sans protection. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une performance, ce n'est pas un petit dossier bien rangé que vous pouvez fermer et oublier, juste la vérité, et si ce tribunal est prêt ou non à l'accepter, je ne le suis pas. Va disparaître. Elle recula, puis sa respiration devint superficielle, son cœur battant la chamade, mais sa colonne vertébrale intacte, elle avait à retirer le masque poli de la salle d'audience et leur a montré les vilaines machines qui grinçaient sous les robes et les procédures qu'elle n'avait pas criées. Elle n'avait pas supplié, elle les avait fait regarder. Le juge Sterling était assis lourdement adossé à sa chaise, se frottant l'arête du nez comme un homme se réveillant d'un rêve qu'il ne voulait pas admettre et était coincé dans le greffier du tribunal. Il fixait ses mains figées au-dessus des clés. Même l'huissier bougeait avec inquiétude, comme s'il ne savait plus où il se tenait. Raven Sinclair,
La fille qu'il s'attendait à voir se faner et s'effondrer se tenait al centre de la tempête qu'elle avait invoquée non pas comme une victime, ni comme une statistique, mais comme un témoin, comme un calcul. Et pour la première fois depuis que le gave est tombé, la salle d'audience n'était pas sûre de qui était vraiment sur le procès, ne dure plus un instant après que Raven ait fini de parler dans la salle d'audience. Je suis resté enfermé dans cet épais silence stupéfait, comme si les murs eux-mêmes essayaient de traiter ce qu'ils venaient de dire. J'ai vu le juge Sterling bouger sur son siège, le masque sévère qu'il avait porté toute la journée commençant à se fissurer sur les bords, mais Raven n'avait pas encore fini. Pas encore la vérité qu'elle avait mise à nu n'était que la fondation. La tempête qu'elle portait en elle depuis des années avait encore une dernière poussée. Elle s'avança, à nouveau calme, délibérément, son costume bleu marine captant les lumières crues du plafond comme une armure qu'elle fouilla une fois de plus dans son sac fourre-tout usé, le même sac qui était resté inaperçu à ses côtés toute la journée, et cette fois, quand elle sortit un document plié en deux, une nouvelle vague de tension parcourut la pièce, quelque chose dans sa posture changée, aiguisée, comme si chaque partie d'elle s'était rétrécie en un point indéniable que Raven a dit tranquillement est une déclaration notariée du directeur de Hillview. Les appartements où réside Madame Monroe, Jonathan Cross, se sont redressés rapidement. Sa chaise grinça sur le sol, ses lèvres s'entr'ouvrirent peut-être pour protester, peut-être pour attaquer, mais aucun son n'est sorti. Il savait que tout le monde savait que le corbeau le tenait comme un lame dans sa main. Le vrai début de la fin, continua-t-elle voix. Jamais l'affidavit hésitant confirme que Madame Monroe a contacté la direction de l'immeuble il y a 2 semaines et a demandé une lettre confirmant une deuxième chambre à des fins familiales lorsque la direction a refusé en invoquant l'absence d'une telle chambre. Existait. Madame Monroe. Elle marqua une pause, laissant la galerie se pencher, laissant le suspense étrangler la pièce, a soumis un contrat de location falsifié à ce tribunal. Allait éclata des murmures peu polis, des pas silencieux, des halètements vraiment aigus et colériques. Bruit des gens réalisant qu'ils avaient été complices simplement en étant complices du silence, le visage de Sterling se tourna vers nuances de rouge surnaturel. Lillian Monroe enfouit son visage dans ses mains tremblantes. Jonathan. Cross a finalement trouvé sa voix en aboyant « Votre honneur, nous avons décidé de frapper ce terminé ». Sterling a craqué, pas même faisant semblant de rester neutre, sa voix s'est brisée contre les murs lambrissés et la salle d'audience a sursauté sous sa force. Les mains du corbeau se resserrèrent autour de l'affidavit, les bords tranchants, mordant sa peau, la fixant au moment où elle a brièvement pensé à toutes les nuits où elle s'était endormie avec un sac emballé à côté de son lit, une vie préparée pour déception, pour un déracinement soudain, et pourtant elle était là, debout, imperturbable, tandis que le système même qui l'avait autrefois radiée s'est empressé de se protéger. Elle a fait un autre pas en avant, sa voix l'adoucissement, acquiert un pouvoir encore plus mortel. La falsification du bail n'est pas qu'est juste un mensonge, dit-elle, c'est une violation de la loi de l'État. C'est une démonstration que Madame Monroe était prête à manipuler ce tribunal pour un gain financier, non pas pour ma sécurité, ni pour mes meilleurs intérêts, mais pour elle-même. La juge Sterling pressa ses lèvres en une ligne dure, les tendons de son cou se tendant visiblement. Il était acculé non pas par un avocat intelligent, non pas un haut fonctionnaire, mais une jeune femme noire. Le système s'attendait à ce qu'elle soit silencieuse et invisible conforme, et ce n'est pas un mensonge isolé. Raven a dit les mots creusant profondément maintenant en conduisant à travers la façade polie de la salle d'audience. Cela fait partie d'un modèle, un modèle qui consiste à supposer que parce que je suis jeune, parce que je suis noir, parce que j'ai dépassé l'âge du placement familial, je ne riposterai parce que personne ne me croirait même si je le faisais. Les mots ont traversé la pièce comme une lame, mais je n'ai pas survécu à tout, que Raven a continué sa voix se brisant légèrement mais se forgeant plus fort de l'autre côté pour se tenir ici aujourd'hui et que cette cour oublie que la vérité compte plus que les apparences. Elle laissa le silence qui suivit s'installer comme cendre sur les procédures. Il n'y a pas eu de bousculade maintenant. Aucun sauvetage ne vient pour Lillian Monroe, aucune objection de Jonathan Cross. Qui pourrait faire s'effondrer le bâtiment plus lentement, le juge Sterling s'est éclairci la gorge, mais sonnait, faible et creux, Mademoiselle Sinclair.
dit-il après un long moment. « Vous avez présenté de nouvelles informations importantes? Le tribunal devra s'ajourner temporairement pour examiner tous les matériaux. » Raven hocha la tête une fois, lentement et solennellement. Elle rangea l'affidavit contre les autres documents, ses mains enfin stables. Elle savait qu'elle n'était pas censée avoir gagné quoi que ce soit, pas dans une salle d'audience comme celle-ci n'était pas contre des gens comme eux. Mais elle n'avait pas eu besoin de leur pour obtenir la permission. Elle n'avait besoin que de la vérité et du courage de la leur mettre en face, et les défier de détourner le regard alors que le marteau frappait pour appeler la récréation. Le sonna claquait à travers la pièce comme un coup de feu, et les derniers journalistes se sont précipités hors de leur siège, déjà en train de composer les rédacteurs Naomi Vaughn, l'assistante sociale qui l'avait discrètement encouragée, à essuyer s'éloigner rapidement avant que quiconque puisse remarquer que Deborah et Samuel Langley étaient assis stupéfaits, comme s'ils regardaient quelque chose de sacré se dérouler. Le corbeau se détourna lentement de l'avant son sac fourre-tout, en bandoulière comme un soldat ramenant à la maison un drapeau abîmé qu'elle aperçut Lillian Monroe, la femme qui prétendait que le sang lui avait donné ses droits, s'enfonçant en elle-chaise une silhouette froissée par sa propre tromperie, et pour la première fois de sa vie, Raven Sinclair. Les personnes qui ont essayé de vous effacer sont celles qui sont les plus terrifiées lorsque vous refusez de disparaître. Elle retourna vers son siège. La pièce s'ouvrit autour d'elle comme les conséquences d'une tempête. Elle n'était pas la fille qu'il pensait qu'ils avaient affaire à elle, c'était le jugement qu'il n'avait jamais vu venir. Et elle n'avait pas encore fini. La salle d'audience sentait. Il faisait plus froid quand il revenait de la récréation, mais ce n'était pas la climatisation. C'était le silence qui s'étirait si fort qu'il avait l'impression que les murs allaient se fissurer sous la pression. Du corbeau Sinclair était assis immobile à côté d'elle, pose son sac fourre-tout à côté d'elle comme un drapeau de bataille planté sur le sol ennemi de l'autre côté de l'allée. Lillian Monroe, elle, paraissait plus âgée qu'avant la pause. Son blazer rouge était fané, sa ligne de cheveux était humide de sueur. Même Jonathan Cross, autrefois suffisant et intouchable, feuilletait avec anxiété des papiers qui ne le protégeaient plus de la forteresse d'eux. Les hypothèses et les apparences qu'ils avaient construites autour d'eux s'effondraient, et tout le monde dans la salle pouvait le voir. Le juge Sterling A. rentrait dans la salle d'audience avec une expression lourde et sombre, le genre de regard qui n'appartient pas à un homme. Présidant une affaire propre, mais pour un homme se tenant au centre d'un désordre, il ne pouvait plus balayer sous le tapis sa robe pendait lourdement de ses épaules, et quand il s'asseyait, c'était sans cérémonie, sans pouvoir. Il ne regardait pas Lillian quand il parlait, il ne regardait pas non plus en colère, mais fixait son regard perçant, épuisé directement sur Raven Sinclair. « Mademoiselle Sinclair, dit-il à voix basse, mais les preuves que vous avez fournies soulèvent des inquiétudes importantes quant à la crédibilité des allégations du pétitionnaire. À propos de l'obligation de ce tribunal de protéger votre bien-être avant tout, il ne l'a pas dit. Mais le sens était, il est clair que nous vous avons laissé tomber avant même que vous ne franchissiez cette porte. Ses pieds, le désespoir dégoulinant de chaque syllabe frénétique, votre honneur, mon client souhaite retirer sa pétition. Asseyez-vous. Monsieur Cross Sterling a claqué la voix en traversant la pièce comme un fouet. Ce tribunal abordait le dossier en premier, dégonflé, s'est affalé dans son siège, il a osé jeter un coup d'œil à Lillian qui évitait son regard, ses yeux fixés sur le grain du bois de la table devant elle, sa respiration, le corbeau superficiel et irrégulier, le regarda se dérouler avec une étrange douleur creuse qui s'épanouissait derrière ses côtes. J'ai imaginé ce moment avant que les mensonges n'exposent la salle d'audience, réalisant qu'ils l'avaient sous-estimée. Mais elle ne l'avait pas fait. J'ai imaginé le vide qui a suivi. Pas d'applaudissements, pas d'acclamations, juste une salle pleine de des gens qui ont dû faire face à leur propre complicité avec un système qui avait été parfaitement disposé à la transmettre comme un dossier indésirable, simplement parce je ne m'attendais pas à ce qu'elle sache comment se défendre. Le juge Sterling se pencha en avant, joignant fermement les mains comme 6 volants pour ce qui devait être dit ensuite. Le tribunal trouve des motifs suffisants pour croire que le matériel de fausses déclarations ont été faites par le pétitionnaire, et la poursuite de la procédure ne servirait pas les meilleurs intérêts de mademoiselle Sinclair. Lentement, la tension dans son corps saignait par petits incréments douloureux. Elle ne s'autorisait pas à se détendre complètement, pas encore, pas avant
que le dernier mot ne soit prononcé, Sterling continua sa voix plus lourde. En conséquence de la pétition pour la tutelle et refusée avec préjugés, les mots sont tombés comme des pierres dans un étang calme, personne n'a bougé, personne n'a osé, et Sterling a ajouté que ses yeux balayaient froidement la table où Lillian Monroe était assise, se rétrécissant en elle-même. Le tribunal se réserve le droit de transmettre toute la documentation connexe au bureau du procureur de district pour examen. Patty, accusation de fraude potentielle, un allaitement étranglé est venu de Lillian Cross, qui semblait pourrait s'évanouir, mais Raven n'a pas bronché. Elle n'a pas cligné des yeux, elle est restée parfaitement immobile, pas parce qu'elle n'était pas émue, mais parce qu'elle comprenait au plus profond d'elle-même que survivre né s'accompagnait pas toujours de célébration. Parfois, cela signifiait simplement rester assis, la tête haute, pendant que les gens qui essayaient pour t'effacer s'étaient effondrés sous le poids de sa propre tromperie. Sterling a tapoté son marteau une fois. Ponctuation finale aiguë et debout, le tribunal est ajourné, la galerie a explosé d'un mouvement, puis les journalistes se précipitent sur leur téléphone. Les travailleurs sociaux s'affairent dans un flou de visages stupéfaits, et le rugissement épais de l'indignation murmurée gonflait comme un raz-de-marée. Le corbeau en entendit à peine un mot. Ses oreilles bourdonnaient avec la lente prise de conscience que, pour la première fois de sa vie, elle avait forcé le système à regarder. Elle la regarda sans détourner le regard, alors qu'elle rassemblait son sac fourre-tout et aperçut Lillian Monroe qui était silencieuse. Lâchée par Jonathan Cross, ses épaules voûtées vers l'intérieur, son visage fantôme pâle, là il n'y aurait pas de victoire triomphale pour eux aujourd'hui. Pas de jour de paix, pas de réclamation approuvée par le tribunal sur la fille qu'ils pensaient avoir pourrait acheter et enterrer Deborah et Samuel Langley, s'est approché prudemment, presque, avec révérence. Leur visage brillait de fierté et de chagrin. Samuel la serra dans ses bras-épaules en train de poser doucement son Deborah, s'essuya les yeux ouvertement, maintenant plus attentionné. Qui a vu? « Tu l'as fait, bébé ?» Deborah murmura, la voix craquante du corbeau hocha la tête une fois avec férocité, sans sourire, sans pleurer, sachant simplement qu'elle n'avait pas. Elle s'est défendue, elle avait démantelé tout l'échafaudage pourri qui avait essayé de décider de sa valeur sans jamais une seule fois se demandant qui elle était vraiment. Et, ce faisant, elle s'était non seulement sauvée elle-même, avait rendu impossible à quiconque dans cette salle d'audience d'oublier à nouveau son nom. La salle d'audience se vidait son dénouement lent et chaotique, mais Raven Sinclair ne bougea pas. Elle resta debout près de sa table, un sac fourre-tout sur son épaule, la dernière silhouette immobile dans une mer de corps mouvants, son cœur tonnait dans sa poitrine, mais son visage restait calme, presque détaché, comme si elle voyait. Tout cela à travers une vitre épaisse et déformée. Deborah et Samuel se tenaient à une distance respectueuse derrière elle, comprenant d'une certaine manière. Ce moment n'était pas le leur pour prétendre que ce n'était pas à propos de l'affaire et il s'agissait désormais de quelque chose de plus grand, de quelque chose d'inachevé. Le juge Sterling est resté à la tête du banc, s'inclina légèrement en faisant semblant d'organiser des papiers. Il ne les lisait pas. Il aurait été facile pour lui de se retirer pour se faufiler par la porte latérale comme le faisaient tant de juges lorsque les affaires devenaient trop lourdes à porter. Mais il ne l'a pas fait. Et Raven, sentant le fil final. Entre eux, le resserrement fit un pas lent en avant. Le greffier hésita près de la porte, observant Naomi Vaughn, s'attardait près de la galerie faisant semblant de vérifier ses notes, mais retenant en réalité son souffle. Même Baif s'arrêta. À la sortie, sentant qu'il se passait quelque chose d'important, quelque chose qui n'appartenait pas à une transcription, pour se dérouler. Le corbeau s'approcha du banc, lentement et délibérément, grattant chaque pâle silence fragile et brutal. Elle s'arrêta à quelques mètres de là, n'ayant pas besoin de permission pour parler. Le juge Sterling leva finalement les yeux secs. Pour la première fois ce jour-là, il ne la regarda pas avec scepticisme ou dédain. Il la regarda comme un homme qui venait de réaliser qu'il avait été complice de quelque chose de bien plus laid qu'il ne voulait l'admettre, et que les excuses s'il devaient étaient bien trop grands pour être exprimés par des mots. Leurs yeux se sont croisés. Deux survivants de 10 batailles très différentes et la salle d'audience a cessé d'exister pendant un moment autour d'eux. « Vous n'étiez jamais censé écouter moi », dit doucement Raven, sa voix basse mais porteuse. « Tu étais censé faire semblant d'avoir. Tu étais censé mélanger Meslavie en petits tas bien rangés, les facteurs de risque,
l'historique comportemental, le potentiel d'adaptation, puis prendre une décision en fonction de celui qui a fait le moins de bruit. Le visage de Sterling tressaillit à peine, mais il ne l'a pas interrompu. « Tu m'as regardé, a-t-elle poursuivi, et tu as vu une fille noire qui était en colère et qui était gênante. Tu n'as pas vu combien ça coûtait de rester? Assis sans bouger pour rester poli pendant que tu jouais avec ma vie, sa gorge brûlait avec la force de tout ce qu'elle avait digéré au fil des années. La pitié, le jugement, l'indifférence déguisée, en professionnalisme, mais elle a gardé, sa voix stable et chirurgicale, « Je ne suis pas venue ici pour être vôtre. Une leçon, dit-elle. Mais c'est peut-être ce que je devais devenir. » Un lourd silence s'abattit encore une fois. Un Sterling n'a pas pu en donner un qu'il n'a pas pu surpasser lentement, et douloureusement il se leva, l'ancienne autorité était assise. Différemment sur lui maintenant, comme un manteau qu'il n'était pas sûr d'avoir le droit de porter sa bouche s'ouvrit une fois fermée, puis s'ouvrit à nouveau, et ce qui en sortit n'était pas des fanfaronnades ou des excuses. C'était presque un murmure. « Je suis désolé, » dit-il. Raven cligna des yeux, non parce qu'elle ne s'y attendait pas, mais parce qu'elle n'en avait pas eu besoin. C'était quand même important. C'était important qu'il, Diesel, est ici, dans cet endroit, sous ces lumières qui avaient toujours été tournées contre elle. « Je sais, » dit-elle doucement, « mais ce n'est pas. Il ne s'agit plus de moi, mais de la prochaine fille qui s'assoit ici. » Il hocha lentement la tête, sa main se resserrant sur le bord de la banque comme si c'était la seule chose qui le retenait. « Et tu dois l'écouter la première fois, » a terminé Raven, « parce quand elle saigne la vérité sur votre parquet. » Le juge Sterling baissa la tête, un geste si cru et humain que la salle d'audience, bien que presque vide, semblait palpiter de l'énormité de son corbeau. Elle resta un moment de plus, laissant le poids du moment s'installer dans les os. De la pièce, puis elle se tourna. Sans un mot de plus, je retournai vers la galerie où Déborah et Samuel attendaient ouverts et solides et prêts à attraper Si. Elle s'est finalement laissée tomber, mais elle n'est pas tombée, elle est sortie. De cette salle d'audience plus grande que lorsqu'elle avait, elle, marché dans son sac, fourre-tout, frappant légèrement contre son flanc, son ombre s'étendant longue et fière sur le sol en marbre. Le système avait essayé de la rétrécir, le système avait essayé de la faire taire, mais Raven Sinclair l'avait forcée à écouter. Et plus, rien ne sonnerait jamais pareil à l'extérieur du palais de justice. Le soleil était bas, projetant de longues ombres le marche de pierre usée, le corbeau Sinclair se tenait en bas, les lourdes portes du palais de justice grinçant derrière elle comme un chapitre claquement fermé. La chaleur de fin d'après-midi s'accrochait à elle, épaisse et oppressante, mais elle l'accueillit. C'était vrai, c'était honnête, contrairement au poids froid et calculé de la salle d'audience, où le Jean avait essayé de mesurer sa valeur comme si elle était mise aux enchères. Déborah et Samuel Langléla flanquaient silencieusement près d'elle, mais sans la gêner. Sa présence stable comme un roc. Elle serrait la sangle usée de son sac fourre-tout comme une bouée de sauvetage, sentant chaque égratignure et chaque déchirure dans le tissu. Un témoignage de tout ce qu'elle avait transporté, tout ce à quoi elle avait survécu pour la première fois depuis des années. Raven ne prévoyait pas de s'échapper. Elle ne scrutait pas les sorties, ni ne répétait des excuses qu'elle ne devait pas. Elle n'emballait pas son cœur dans de petites boîtes bien rangées. Prête à bouger quand le sol s'est déplacé sous elle, elle était immobile. Elle se tenait chez elle. Le palais de justice derrière elle avait voulu qu'elle se plie, s'effondre, pleure et confirme tous les mensonges murmurés sur les filles comme elles qu'elles étaient trop émotives, trop en colère, trop brisées pour être sauvées. Mais Raven leur avait fait voir la vérité au lieu de cela. Elle n'a jamais été le problème du système, et elle avait osé appeler par son vrai nom, le racisme juste là sous leur propre lumière fluorescente. L'indignation qu'elle portait ne la brûlait plus, elle alimentait quelque chose de plus fort, de plus froid et de plus tranchant. Jure qu'aucun enfant ne s'assiera plus jamais à cette table en se sentant seul dans un combat trop grand pour eux, elle s'en assurerait. Raven jeta un regard de côté à Déborah et Samuel qui lui sourirent. La façon dont les gens sourient quand ils connaissent un secret, le genre de fierté qui n'avait pas besoin de mots. La gorge du corbeau se serra mais elle l'a avalée. Pas ici, pas maintenant. L'avenir l'attendait. Et pour une fois,
ILCE n'était pas quelque chose qui lui était donné comme un fardeau, c'était quelque chose qu'elle construirait elle-même, brique par brique, si elle a dû faire son premier pas en avant. Et le monde entier, qu'il soit prêt ou non, a basculé avec elle. Dans la vie, il y a des moments où le silence semble plus sûr que la vérité, mais le véritable changement ne se produit que lorsque quelqu'un ose parler. Même lorsque leur voix tremble, le voyage. De Sinclair nous enseigne que la résilience ne naît pas du bruit, victoire, mais aussi grâce à un courage tranquille et persistant face à l'injustice. Son histoire nous rappelle que la dignité ne peut être accordée par des systèmes ou des titres, elle est revendiquée par le respect de soi, la vérité, et la refuse d'être effacée, en particulier pour ceux qui ont vu des décennies de lutte et de progrès. L'exemple de Raven est un appel de se rappeler que peu importe à quel point un système peut sembler brisé, une voix honnête peut se répercuter sur les générations qui écoutent. Ou écouter vraiment Albert, à ceux qui sont négligés n'est pas une courtoisie, c'est un devoir. Et dire la vérité même lorsque le monde essaie de le noyer. C'est un héritage qui vaut la peine d'être laissé derrière nous. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la et commentez-la. Si vous avez trouvé l'histoire significative, n'oubliez pas de vous abonner à plus d'histoires comme celle-ci. À bientôt dans la prochaine.